Et bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. On est le mardi, pas du tout le jeudi, le mardi 17 février à midi. Et on vous retrouve, vous l'avez vu, pour un live un peu spécial. On en a fait un tout petit peu de communication depuis la semaine dernière. On vous en a parlé lors du live Focus Valeur mardi dernier qu'on a fait avec toute l'équipe Ibou. On fait donc un live spécial IA. Mais avant de vous parler de tout ça, on va faire un tout petit test son et vidéo avec toute l'équipe. Salut Marie, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va très bien. Et vous? Et salut Guillaume. Bonjour, bonjour Maxime, bonjour Marie, bonjour les investisseurs. D'abord, hormis le petit test son, un petit rappel important sur le site Ibou, comment regarder les replays des lives. Alors attendez, je vais faire ça mieux que comme ça, parce que là, ce sera pas très joli. Hop, là, normalement, là, ce sera mieux. Voilà, là, c'est en grand écran. Donc là, il y a les actualités, les vidéos. Si vous voulez voir les replays des lives, ils sont tous là. Vous avez aussi les vidéos sur Seb ou quoi qu'on a faites. Sinon, autre manière de regarder les replays des lives, directement sur les valeurs. Vous allez sur, par exemple, LVMH. Il y aura des petits boutons live qui apparaissent. Vous cliquez sur le live le plus récent ou autre et vous verrez notre avis, notre opinion sur notamment, par exemple, LVMH directement. Voilà, ça c'est dit. Et évidemment, ce sera le même cas pour le live IA qu'on fait aujourd'hui. On vous parlera de certaines valeurs. Elles seront directement, enfin, ce live-là sera directement référencé dans les valeurs. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, parlons du live d'aujourd'hui. Un live donc IA, intelligence artificielle. On a décidé de vous parler de l'IA parce que c'est un sujet dont on parle énormément et dont on risque de parler de plus en plus. Et d'ailleurs, on va vous démontrer pourquoi. On vous a fait un tout petit programme assez simple, mais qui nous semble important. D'abord, c'est de parler du passé, de l'histoire, de comment est-ce que l'IA s'est développée. Ensuite, on va vous parler du concret, de ce qui se passe aujourd'hui, de comment est l'IA aujourd'hui. Ici, on va évoquer notamment des différentes barrières physiques qui sont à surmonter pour l'IA. Et d'ailleurs, pour la majorité de ces barrières-là, eh ben, on va parler de société. Et vous verrez que le marché, il a déjà compris ça et qu'il le joue. On parlera évidemment d'NVIDIA, mais vous verrez, pardon, il y a plein d'autres sociétés. Et enfin, on va parler de l'avenir. C'est ce qui compte le plus, forcément. C'est ce qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut jouer à l'avenir sur l'IA? Ça va encore beaucoup se développer, on en parlera. Dans quel sens? Et justement, le coup d'après, quelle société on va pouvoir jouer ensemble? Et c'est ce qu'on verra dans un troisième temps. On va sûrement faire un live à l'avenir. On ne sait pas encore quand exactement. Marie et Guillaume vous en parleront aussi à la fin, vous verrez, pour vous parler encore plus précisément de certaines valeurs et tout ça. Mais on y reviendra à la fin de ce live. Marie, je te laisse commencer avec un petit rappel sur l'histoire de l'IA. Tout à fait, parce que pour comprendre où on va, c'est essentiel de comprendre d'où l'on vient. Et donc, c'est une histoire qui commence en 1950, avec le fameux mathématicien britannique Alan Turing, qui publie un essai révolutionnaire qui s'appelle Computing Machinery and Intelligence, et il pose la question qui va définir toute l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est est-ce que les machines peuvent penser? Et pour répondre à cette question fondamentale, il invente le test de Turing. Donc une machine, ce test, c'est qu'une machine peut être considérée comme intelligente si un humain, en discutant avec elle, ne parvient plus à déterminer s'il parle à une machine ou à un autre être humain. Donc voilà pour cette première étape. Deuxième étape, longtemps après, presque 50 ans après, c'est Deep Blue, qui en fait qui marque l'avènement des premières machines expertes. 97, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ce choc majeur. L'ordinateur Deep Blue d'IBM bat le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. C'est vraiment une date majeure qu'on peut comparer à l'exploit de Gagarine qui va dans l'espace pour la première fois. Pour la première fois, une machine va surpasser le meilleur des humains, champion du monde, sur une tâche intellectuelle complexe. Donc, étape fondamentale, même si Deep Blue n'est pas encore une intelligence au sens moderne du terme. En fait, c'est un hypercalculateur spécialisé. Il va évaluer des millions de positions possibles en quelques secondes parce qu'il a une grosse puissance de calcul. On a déjà dans Deep Blue l'utilisation des arbres de recherche pour anticiper les coûts, mais ce n'est pas encore le machine learning. Deep Blue ne peut pas apprendre par lui-même. Il exécute des règles qui sont programmées par des humains. Et tout ceci, donc ces deux premières étapes fondatrices, nous amènent à la troisième étape en 2012. Troisième étape est sans doute la plus importante. Cette année-là, donc 2012, l'équipe de Geoffrey Hinton de l'Université de Toronto participe à un grand concours de reconnaissance d'images. Et donc leur réseau de neurones qui s'appelle AlexNet va écraser tous les systèmes précédents
en identifiant des objets sur des photos avec une précision jamais vue. Et en fait, c'est vraiment l'avènement du deep learning. Avant 2012, et c'était le cas de Deep Blue, hein, on programmait explicitement les machines, on leur disait quoi faire étape par étape. Et avec le deep learning, la grande révolution, c'est qu'on ne programme plus. On va montrer des milliers ou même des millions d'exemples à la machine et elle va apprendre seule à partir de ces exemples les règles en ajustant à chaque fois ses paramètres internes. Donc en fait, elle fait son propre apprentissage en analysant les données et sans qu'on lui dise comment. Et donc résultat, les machines deviennent capables de résoudre des tâches qu'on ne saurait pas programmer directement. Par exemple, la reconnaissance d'images, la traduction automatique, la reconnaissance vocale, l'analyse musicale, la conduite autonome, etc., etc. Et alors, pourquoi ça se passe cette année-là, hein, en 2012 ? Eh bien, ça a été déclenché en fait par la conjonction de 3 éléments. Déjà, on a beaucoup plus de données disponibles parce que les smartphones, les réseaux sociaux, les services en ligne produisent des milliards de photos, de vidéos, de textes, d'enregistrements. Et donc, ces données massives vont permettre d'entraîner des modèles beaucoup plus puissants. Donc voilà, premier facteur, beaucoup plus de données disponibles. Deuxième facteur, on a aussi beaucoup plus de puissance de calcul. Et donc là, je vais vous parler des fameuses GPI. L'acteur dominant là-dessus, c'est Nvidia et ses fameuses cartes graphiques, hein, qui étaient à l'origine conçues pour les jeux vidéo. Et donc ces GPU donc, sont capables de faire des milliers d'opérations en parallèle. Et donc ces deux éléments, la puissance des données et la puissance de calcul des GPU, vont permettre d'entraîner des réseaux de neurones profonds avec des millions de paramètres en quelques jours au lieu de plusieurs années. Et donc ça va en fait amener à l'autonomie de l'apprentissage des machines, donc le fameux deep learning. On ne dit plus à la machine comment résoudre un problème, mais on lui montre des exemples et elle déduit les règles seule en identifiant en fait les patterns cachés dans les données. Merci Marie. On continue avec toi Guillaume. Il y a un autre programme dont il faut qu'on parle. C'est évidemment un programme majeur. C'est ce qu'on appelle le réseau de neurones profonds. C'est bien ça ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce au réseau de neurones profonds que peut se développer l'IA. Alors, le réseau de neurones profonds, en fait, c'est un empilement de petites unités de calcul, un peu comme un millefeuille. Et donc, la première unité de calcul, elle voit quelque chose, donc elle fait une proposition, par exemple sur une image, et qu'elle envoie à la deuxième unité qui la corrige, etc., jusqu'à la dernière unité qui dit finalement, c'est un chat ou un chien. Voilà. Et ensuite, il y a un processus de ce qu'on appelle de rétropropagation. Hein. C'est un algorithme qui fait que voilà, le programme revient en arrière et ajuste le poids de chacun des filtres. Hein. Donc, le poids, c'est l'importance qu'il faut ajouter, qu'il faut donner à l'information qu'il a donnée en fonction du résultat final. Donc, par exemple, si le résultat final, c'est un chat alors qu'en fait, c'était un chien, eh ben, dans la rétropropagation, eh ben, on va chercher là où il y a eu des erreurs et là où il y a eu des mauvaises communications, eh ben, on va mettre un poids, c'est-à-dire une qualité d'interférence très, très, très faible. Voilà. Et comme ça, on va sélectionner que les réseaux de neurones profonds qui vont donner la bonne réponse. Voilà. Donc, ça, c'est c'est vraiment la base. Ce réseau de neurones profonds, c'est ce qui permet de faire le deep learning. Hein. Donc, et là où ce qui a transformé ce deep learning et les réseaux de neurones profonds en intelligence artificielle, c'est en 2017, il y a eu une chose de très important qui a été trouvé, qui s'appelle l'architecture transformer, hein, justement, qui transforme. Alors, pour expliquer comment ça se passe, avant, l'intelligence artificielle, elle lisait mot après mot. Hein. Donc, par exemple, le chat boit, voilà, et à partir de boire, elle cherchait, à partir du verbe boire, elle cherchait le mot qui allait venir après, en fonction de tout ce qu'elle avait vu auparavant. Mais comme elle ne raisonne que mot par mot, elle prend boire, et donc sur boire, elle a par exemple du jus de fruits, du vin, du lait, de l'eau, etc. Et donc elle peut mettre par exemple du vin, voilà, parce qu'elle partait que de boire, et elle ne regardait pas le chat, vous voyez, elle partait que du mot d'avant. Donc elle ne trouvait pas le sens, et donc ça faisait beaucoup d'hallucinations. Bon, alors là, j'exagère un peu, parce que
à 2 mots près, elle connaissait le sens, elle avait suffisamment de mémoire, mais elle n'allait pas, par exemple, 5 ou 10 mots avant. Bon. Et donc, la grande révolution, ce qui va permettre l'émergence de l'intelligence artificielle que nous connaissons, c'est-à-dire celle des grands systèmes de langage, c'est le système d'architecture transformer. En fait, c'est 8 chercheurs de Google Brain qui publient un papier, une étude, où ils expliquent ce que c'est que cette architecture transformer. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ils intitulent leur papier « Attention is all you need ». Et ça veut dire que finalement, on ne va pas regarder le dernier mot de la phrase ou les 2 mots qui précèdent. On va, pour qualifier un mot, on va regarder tous les mots de la phrase. Voilà. On va les mettre tous en parallèle. C'est-à-dire que chaque mot regarde tous les autres mots et va attribuer une note de pertinence à chacun des autres mots de la phrase. Voilà. Et donc, ça change tout parce qu'au lieu de regarder un point, on va en regarder, on va regarder des dépendances par rapport à beaucoup d'autres points en même temps. Voilà. Et donc ça, évidemment, ça nécessite, pour le faire, ça nécessite ce dont vous a parlé Marie, c'est-à-dire des puces qu'on appelle les GPU, qui font du calcul parallèle. Voilà. Parce que, imaginez qu'il y a une phrase avec 100 mots, bon, et vous avez un mot et vous voulez voir si ce mot il a une corrélation avec chacun des autres 100 mots de la phrase. Donc, vous allez être obligé de prendre le mot et de regarder par rapport au mot numéro 1, au mot numéro 2, au mot numéro 3, jusqu'au mot numéro 6. Donc, vous allez faire 100 tests. Et si vous avez 100 mots dans la phrase, vous allez faire 100 fois 100 tests. Donc, vous allez faire 10 000 tests. Donc, pour chaque phrase, vous allez faire 10 000 tests de cohérence. Donc, ce n'est pas des tests qui sont compliqués, mais en revanche, il y en a énormément. Alors, avant, on utilisait des microprocesseurs, des CPU. Et le CPU, ça fonctionne comme une loupe, c'est-à-dire ça prend un sujet, ça le mémorise, et puis ça calcule à partir de ça. Mais là, on n'a pas besoin c'est des calculs très complexes qu'un CPU peut faire. Mais là, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de regarder tout ce qui se passe en même temps. Donc, on n'a pas besoin d'une loupe, on a besoin de mettre tout ce qu'on voit sur une grande table et de tout regarder en même temps. Et ça, c'est le GPU. Voilà. Et donc, c'est le GPU qui a permis cette transformation, c'est-à-dire passer du calcul par rapport au mot précédent ou par rapport aux quelques mots précédents au calcul par rapport à tous les autres mots qu'il y a dans une phrase ou dans un livre. Et donc, évidemment, ça a permis, ça a transformé l'intelligence et ça en a fait une intelligence artificielle qui a permis d'aller au langage. Alors, comment ça s'est passé? Au début, 2017, on invente cette méthode, cet algorithme. Et puis, en 2018, on met en œuvre, c'est GPT-1. Alors, GPT, le T, c'est pour transformer. Donc, GPT-1, on arrive à faire 117 millions de paramètres. Voilà. Donc, on arrive à faire pas un langage, un pré-langage. Voilà. Quelque chose qui peut être que professionnel. Puis 2019, on passe à 1,5 milliard de paramètres. Voilà. Les puces NVIDIA deviennent plus puissantes. On a des algorithmes qui sont plus puissants pour entraîner ces puces. Et donc, on arrive à faire 1,5 milliard de paramètres. Et donc, on commence à avoir quelque chose qui n'est pas encore vraiment utilisable, mais qui commence à ressembler à un assistant. Voilà. Et 2020, c'est GPT-3. Alors là, tenez-vous, c'est 175 milliards de paramètres. Donc là, on commence à avoir vraiment des capacités émergentes de cohérence. Et puis, 2021-2022, on passe encore à l'étape au-dessus. Et ce GPT-3, on arrive à réduire ses hallucinations parce qu'en fait, on ajoute ce qu'on appelle du RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, c'est-à-dire qu'on rajoute des annotations humaines pour permettre à l'IA de mieux se corriger. Voilà. Et donc, à partir de là, on a un modèle qui commence à fonctionner. Et OpenAI, en fait, il met ce modèle, il met une interface web. Et voilà. Et le 30 novembre 2022, c'est un bouleversement pour l'humanité. On a un langage qui apparaît sur Internet.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir de là, ce qui compte, c'est qu'on a un changement d'échelle. C'est-à-dire que, pour faire simple, en 2023, il y a GPT-4 qui sort, et à ce moment-là, si vous voulez, le transformer, il est capable de mettre en relation un mot avec tous les mots d'un petit livre, un livre de 50 à 100 pages. Souvenez-vous, au début, on était parti sur mettre en relation un mot par rapport à une phrase, par exemple, d'une centaine de mots. Vous voyez là, on a vraiment considérablement progressé. Et en 2025-26, aujourd'hui, si vous prenez Gemini, eh bien, il regarde un mot par rapport à une bibliothèque entière. Voilà. Donc, ça veut dire que par rapport à plusieurs millions de mots. Voilà. Et donc, ça permet de voir, d'avoir une cohérence beaucoup plus forte et donc d'avoir beaucoup moins d'hallucinations. Voilà. Et donc, c'est ça qui transforme et qui permet l'intelligence artificielle. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. C'est maintenant, justement, Marie, comment est-ce que tu peux nous expliquer, plutôt comment ça fonctionne exactement l'IA? Où est-ce qu'on en est? Comment est-ce qu'on doit décrire l'IA aujourd'hui, en fait, concrètement? En fait, déjà, il y a un concept clé, c'est la prédiction probabiliste. L'IA générative, comme ChatGPT ou Gemini, ne réfléchit pas comme un humain. Elle va prédire le mot suivant en calculant des probabilités. C'est un peu comme le correcteur automatique sur notre téléphone, mais qui va être entraîné sur presque tout Internet et des milliards de phrases avec une puissance de calcul gigantesque. Un exemple simple, une phrase qui commence par « le chat boit du ». Le modèle va estimer que le mot « lait » a par exemple 80% de chances d'apparaître, le mot « eau » 15% et le mot « vin » 0%. Et donc le concept clé, c'est à chaque étape, l'IA générative va prédire le mot le plus probable dans son contexte. Donc voilà pour le concept de prédiction probabiliste qui est clé. Et ensuite, il y a une architecture qui est sous le capot, en quelque sorte, qui est le réseau de neurones. Pour faire tous ces calculs de probabilité, on utilise donc un réseau de neurones qui est inspiré de notre cerveau biologique. Ce sont des couches de neurones artificiels qui vont être connectés entre eux. Et donc, on entraîne la machine en nourrissant ce réseau de neurones avec des milliards de textes, des livres, des fiches Wikipédia, des codes, des articles, etc. Et à chaque erreur, le réseau va ajuster légèrement ses connexions internes, donc ses paramètres, pour mieux capter la structure du langage et des raisonnements. Et donc, le point clé ici, c'est que ce n'est pas l'humain qui écrit les règles du langage, parce qu'on n'en finirait pas. Il fournit juste, c'est déjà énorme, les données et la puissance de calcul. Donc là, ce sont les fameuses GPU de NVIDIA. Et donc, c'est la machine qui, en comparant des milliards de phrases, va découvrir seule les corrélations. Le chat boit apparaît presque toujours avec du lait ou de l'eau, mais jamais avec du ciment. Et donc ça, la machine va le découvrir toute seule. Et cette phase d'entraînement, en fait, ça demande une puissance de calcul phénoménale que l'on obtient justement grâce aux GPU de NVIDIA qui sont capables de traiter des milliers d'opérations en parallèle. Et donc, il y a une différence qui est fondamentale avec l'informatique classique, qui existait jusqu'ici, c'est que dans l'informatique classique, l'humain écrit les règles, comme on fait sur Excel, si A, alors B, si C, alors D. Et dans l'intelligence artificielle moderne, l'humain se contente de donner des données, et c'est la machine qui déduit les règles à partir de ces données. Donc, pour résumer, la probabilité, c'est-à-dire le fait de prédire le mot suivant, va s'appuyer sur un réseau de neurones entraînés sur des milliards de textes qui tournent sur des GPU de NVIDIA principalement, mais d'autres aussi. Et ce n'est plus l'homme qui code les règles, c'est la machine qui apprend son propre programme à partir d'exemples. Tout ça, ça existait déjà dès 2012 avec le deep learning. Donc, la nouveauté des fameux LLM, les Large Language Models, ce n'est pas une idée qui est totalement nouvelle, mais c'est surtout un changement d'échelle. On a beaucoup plus de données, beaucoup plus de paramètres et beaucoup plus de puissance de calcul. Et autre étape clé qui connaît un changement d'échelle, celle dont tu as parlé, Guillaume, c'est le fameux transformer de 2017. Pour rappel, avant, les modèles lisaient le texte mot par mot dans l'ordre et peu à peu, ils oubliaient le début. Le transformer, lui, peut regarder tous les mots en même temps, mesurer les liens entre n'importe quel mot de la phrase ou du texte, du premier au dernier, en un seul coup d'œil. Et donc là encore, la grande nouveauté, c'est aussi la taille de ce tout que le transformer peut regarder, qui est exposé en quelques années. Il est là aussi le fameux changement d'échelle. 2017, Guillaume l'a dit, il pouvait traiter l'équivalent d'une page de texte, quelques centaines à un millier de mots. Et un livre de 300 pages, du coup, il avait oublié la page 1 quand il était à la page 3.
En 2023, avec ChatGPT 4, là, il commence à gérer l'équivalent d'un petit livre de quelques dizaines de pages en une seule fois. 2025-2026, donc aujourd'hui, Gemini 1.5 Pro et les générations suivantes, on passe à des fenêtres de contexte de l'ordre du million de tokens, donc en gros l'équivalent de plusieurs millions de mots. Et en pratique, ça veut dire que le modèle peut comparer un mot non plus seulement à tous les mots d'un livre, mais à tous les mots d'une bibliothèque, des dizaines de romans, des heures de vidéos transcrites, du code, etc., qui vont être analysés en un seul bloc. Donc bref, du deep learning au langage, en fait, le saut majeur, c'est vraiment le changement d'échelle en données, en taille de modèle et en longueur de contexte. Et dernière révolution sur l'IA qui est toute récente et qui a changé en 2025, c'est que avant, l'IA fonctionnait surtout en mode réflexe. On posait une question, elle répondait quasiment instantanément en donnant le mot ou la suite de mots le plus probable, mais sans vraiment vérifier en interne sa logique. Donc c'est rapide, c'est intuitif, mais c'est plus facilement sujet aux erreurs et aux hallucinations. Et là, on a découvert qu'en laissant au modèle plus de temps pour réfléchir, c'est-à-dire générer des étapes intermédiaires invisibles pour celui qui pose la question, donc des chaînes de raisonnement, des essais ou des erreurs internes, eh bien, ses performances en maths, en code, en droit, en logique vont exploser. C'est plus lent, c'est plus analytique, mais c'est aussi beaucoup plus fiable. Et c'est une découverte majeure qui s'appelle l'Inference Scaling Law. C'était une des théories qui est maintenant confirmée par la pratique. C'est que l'intelligence apparente du modèle dépend du temps de calcul qu'on lui laisse au moment de la question. Plus on alloue de temps de calcul à l'inférence, c'est-à-dire le moment où le modèle répond, plus il peut explorer plusieurs pistes, tester différentes chaînes de raisonnement, se corriger lui-même et réduire les hallucinations. C'est assez intuitif en fait. Nous, quand on répond du tac au tac à une question piège, on a l'air brillant, mais on se trompe souvent. Alors que si on passe 30 secondes à griffonner la solution sur un papier, ça va être plus lent, mais beaucoup plus fiable. Et donc, si on reprend cet exemple le chat boit du, en mode réflexe, tout le monde va dire, et donc le modèle de l'IA va dire aussi, le chat boit du lait, spontanément. Mais alors que s'il prend le temps de réfléchir, il va regarder du lait ou de l'eau, il va regarder tout le contexte, c'est-à-dire l'ensemble du livre, et décider quelle solution est vraiment cohérente. Et donc, ça donne moins d'hallucinations et des réponses plus alignées avec le contexte. Et donc, dans ce nouveau paradigme, la latence, donc le temps d'attente, ce n'est plus un défaut, c'est un signal en fait. Ça veut dire que la machine est en train de travailler pour nous. Alors sur les questions simples, bien sûr, la réponse reste quasi instantanée, mais sur des questions complexes, on va accepter 2-3 minutes, parfois même 4-5 minutes pour des problèmes très difficiles, pas beaucoup plus quand même, parce qu'en fait, chaque seconde supplémentaire va consommer de la puissance de calcul, mais pour un gain qui devient de plus en plus marginal. Donc l'enjeu, ça va être de trouver le bon compromis entre vitesse, coût et qualité de raisonnement. Bref, donc si on résume les différentes briques techniques qui ont fait exploser l'IA actuelle, c'est le big data déjà, la première, avec donc, on l'a mentionné, la disponibilité massive de données, des textes, des images, des vidéos, du code, etc. Le hardware, ensuite, deuxièmement, c'est la puissance des GPU, de NVIDIA, etc., pour entraîner et faire tourner les modèles. Troisième point, ce sont les algorithmes de deep learning, donc les réseaux de neurones capables d'apprendre à partir d'exemples. Et quatrième point, l'algorithme transformer, donc cette architecture qui va permettre de traiter de longues séquences en parallèle en captant les relations entre tous les mots d'un texte. Et donc, c'est la combinaison de ces 4 éléments qui a fait exploser l'IA actuelle. Et c'est vraiment intéressant, et c'est pour ça qu'on prend le temps de s'attarder dessus. C'est intéressant et important parce que comprendre ces briques, c'est comprendre où se situent aujourd'hui les enjeux économiques et boursiers. Et en tant qu'investisseur, c'est plus facilement savoir quoi jouer, quelle société, quel domaine, etc. Et je termine cette partie sur un dernier rappel chronologique. 1950, la théorie. Alan Turing pose la question, les machines peuvent-elles penser? 97, donc presque un demi-siècle après, la puissance. Deep Blue montre qu'une machine peut dépasser l'humain sur une tâche ciblée, en l'occurrence les échecs. 2012, le temps se raccourcit, vous voyez. L'apprentissage avec le deep learning, la machine apprend seule à partir de données massives au lieu d'exécuter uniquement des règles codées. 2022, ça se raccourcit encore, la génération, les modèles de langage deviennent capables de générer des textes, des images, du code de qualité impressionnante. Et enfin, ça nous amène à aujourd'hui. Les modèles ne se contentent plus de répondre, ils raisonnent en testant plusieurs chemins de pensée grâce au temps de réflexion et à cette fameuse loi de l'inference time scaling. Merci Marie. Est-ce que Guillaume, tu vas ajouter ou compléter plutôt ce qu'a dit Marie sur comment fonctionne cette IA aujourd'hui? Oui, je vais essayer d'approfondir.
euh, parce que c'est ça qui nous permet de savoir, voilà, c'est un peu une jungle, hein, l'intelligence artificielle. Donc, comment est-ce qu'on se dirige en tant qu'investisseur dans cette jungle? Donc, c'est bien comprendre, c'est ce que dit Marie, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est à un stade très important où l'intelligence artificielle résonne, hein. Alors, comment est-ce qu'elle résonne? Elle résonne, comme vous savez, ce que Marie avait expliqué avec le jeu d'échecs de Deep Blue d'IBM contre Kasparov, c'est-à-dire que Deep Blue faisait des arbres de pensée, hein. Et ces arbres de pensée, voilà, ça lui permettait d'envisager plusieurs scénarios, hein. Quand vous jouez aux échecs, si par exemple j'avance mon cheval, dès qu'il avance son fou, ça fait comme je commence un chemin, mais s'il n'avance pas son fou, sa tour, c'est un autre chemin. Voilà, je fais ça pour toutes les pièces. Bon. Voilà, et vous comprenez, c'est différent de l'IA qu'on avait jusqu'à présent, parce que l'IA qu'on avait jusqu'à présent, qu'on appelait IA de système 1, c'est comme un randonneur qui marche droit devant lui, puis à chaque carrefour, il y a deux chemins, et puis il en prend un, et il prend celui qui a l'air le plus sympa, et puis il commence à avancer, et il ne revient finalement jamais en arrière, et donc s'il se trompe de chemin, il est perdu, c'est l'hallucination. Bon. L'IA d'aujourd'hui, hein, que l'on a depuis fin 2024, début 2025, c'est vraiment aujourd'hui, c'est celle qui résonne. Et donc, elle utilise cette arbre de pensée pour faire des scénarios. Alors, par exemple, si on lui dit, si vous lui posez la question, une question hibou, faut-il investir en Inde maintenant? Alors, autrefois, elle a répondu oui ou non. Aujourd'hui, elle va générer 3 ou 4 scénarios, ou 5 ou 6. Alors, par exemple, scénario 1, si j'investis directement en actions indiennes, stock picking, scénario 2, et si j'investissais avec des ETF, scénario 3, il faut peut-être attendre que les élections soient passées. Vous voyez, il va enregistrer, il va faire. Et alors, on appelle ça je ne sais pas pourquoi, le Monte Carlo Tree Search, parce que il va envoyer, l'intelligence va envoyer comme des éclaireurs virtuels sur ces différents chemins. Et donc, elle va se dire, par exemple, chemin A, donc celui du stock picking. Si je choisis le stock picking, c'est un risque élevé parce que y a un problème de liquidité sur les small caps. Et donc, c'est peut-être trop élevé comme risque pour un client. Je vais mettre un score de 20%. Il y a toujours en probabilité, hein. Et puis, le chemin 2, j'envoie un éclaireur, c'est les ETF. Alors oui, c'est très bien, il n'y a pas beaucoup de frais. Je suis directement exposé à la croissance. Mais bon, il y a une forte volatilité à court terme. Bon, mais c'est un bon timing mais délicat. Je vais mettre un score de 60%. Et puis, troisième branche, par exemple, celui d'attendre. Ah oui, c'est pas mal d'attendre parce que si je rate, je risque de rater le début du rallye, mais en même temps, je sécurise mon capital par rapport à un risque politique. Donc, c'est peut-être le meilleur coup, prendre mon risque et je vais mettre une note de 90%. Voilà comment elle va faire. Et donc, à partir de là, elle va vraiment donner un conseil, hein. Elle va dire, j'ai analysé 3 scénarios. Elle va vous dire, j'ai analysé 3 scénarios. L'achat direct est trop risqué à cause de la devise, par exemple. L'ETF, c'est pas mal, mais c'est volatile. Ma recommandation, c'est d'attendre le résultat des élections locales avant de rentrer progressivement sur le marché via des options de couverture. Voilà, par exemple, ce qu'elle va vous dire. Mais vous voyez que pour vous dire ça, il a fallu qu'elle crée son arbre de décision, qu'elle lance des simulations, qu'ensuite elle élague les bonnes et les mauvaises décisions, qu'elle revienne en arrière pour vérifier que ses hypothèses de départ ne sont pas fausses, etc. Donc ça prend du temps. Voilà, c'est le fameux temps dont parlait Marie, qui lui permet de raisonner. Mais ce qui est important pour nous investisseurs, à ce stade-là, c'est de comprendre que la valeur est en train de se déplacer du modèle lui-même vers la capacité à donner du temps à ce modèle pour réfléchir et un temps de qualité. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, hier, disons que jusqu'à hier, ce qui était vraiment fondamental, c'était ce qu'on appelait l'entraînement. C'est-à-dire, on fait tourner des machines, des milliards, des centaines de milliards de tests pour entraîner la machine pour avoir le meilleur modèle.
Aujourd'hui, peut-être que ce qui est plus important, c'est ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire faire tourner le modèle, voilà, pour qu'il puisse répondre, réfléchir et répondre aux questions que vous lui posez. Voilà. Et donc, pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que la guerre, finalement, la concurrence se déplace de l'entraînement à l'inférence? Eh bien, c'est parce que dans cette capacité que l'on demande au modèle de raisonner, et on lui demande des milliards de fois, parce que vous prenez Gemini, la planète entière utilise Gemini en même temps. Donc, des milliards de fois, on lui demande de raisonner. Donc là, il va y avoir on s'aperçoit qu'il va y avoir des goulets d'étranglement. Voilà. Et donc, ces goulets d'étranglement, c'est essentiellement 4 barrières physiques. C'est qu'on se rend compte qu'il y a un problème de mémoire, un problème de refroidissement, un problème de connexion et un problème d'énergie. Voilà, avant de voir les autres choses qu'on peut ajouter qui sont réduire le coût des puces et mieux utiliser les data centers. Et donc, on va regarder un peu, parce que c'est en regardant ça qu'on voit comment la bourse agit, parce que vous allez voir, la bourse est extrêmement, extrêmement au courant de tout ça. Et donc, on va d'abord regarder la première barrière qui est le mur de la mémoire. Alors, c'est probablement aujourd'hui le goulot d'étranglement numéro 1, bien avant même la puissance de calcul brut. Voilà. Quel est le problème? C'est que votre puce GPU NVIDIA, elle calcule à toute vitesse, calcul simple, mais alors à toute vitesse, calcul parallèle, avant qu'il y ait un calcul séquentiel, là encore une fois, on est dans le calcul parallèle. Mais pour faire ces calculs à toute vitesse, elle a besoin que les données arrivent. Voilà. Et ces données, elles sont où? Elles sont dans la mémoire. Donc, pour prendre une image, c'est un peu comme si la GPU, c'est une Ferrari, voilà, capable d'aller très vite, mais elle est coincée dans les bouchons parce que les données qui viennent de la mémoire ne viennent pas assez vite. Elles sont bloquées. Voilà. Et donc, pour réfléchir vite, il faut réfléchir vite parce qu'encore une fois, il y a des milliards de questions qui lui sont posées tout le temps. L'IA doit accéder à une quantité phénoménale de données en instantané. Voilà. Et donc, la solution, ce sont des mémoires qu'on appelle HBM, High Bandwidth Memory. Sont des mémoires 3D qui sont empilées, paraît-il, parce que nous ne sommes pas ingénieurs, directement sur la puce NVIDIA. Voilà. Et alors qu'il y a 3 sociétés qui font ça dans le monde. Il y a la première, c'est celle qui est plus en tête, c'est SK Hynix en Corée, qui est le leader technologique absolu de la HBM, de la mémoire HBM. Ensuite, il y en a un challenger qui rattrape, qui est Micron, société américaine. Puis il y en a un qui est en retard, mais qui a beaucoup de moyens, beaucoup d'expérience, qui a toujours été très fort dans les mémoires, c'est Samsung. Voilà. Et donc, je vais te demander, Maxime, d'aller voir pour bien comprendre que nos amis abonnés comprennent bien comment ça se passe en bourse. Est-ce que tu peux aller voir, par exemple, la droite de régression de ces 3 sociétés? Ouais, voilà. La première est là déjà. HRNX, vous voyez, le marché, il ne nous a pas attendu. Vous voyez, peut-être que tu peux zoomer. Oui, je peux, mais tu vas voir, dès que je vais zoomer, c'est tellement haut que, en fait, je ne peux pas vraiment, tu vois, dans le sens où, en fait, c'est... Voilà, vous voyez, très bien, c'est parfait. Vous voyez, voilà. Ça a explosé, quoi. Quand le marché s'est rendu compte de ça, bon, je ne sais pas si c'était il y a un an et demi, mais c'est venu en parallèle forcément avec la capacité de réflexion de la machine, quand on s'est mis fin 2024, début 2025, à donner une capacité de réflexion machine, ben on s'est rendu compte qu'on avait besoin de beaucoup de mémoire. Bon, alors on va regarder Micron, qui est l'acteur américain, on va rester là, mais pour vous montrer que ben voilà, tout ça c'est vrai, mais ben, malheureusement, ça a déjà joué. Vous voyez, ça a explosé. Voilà. Ça a absolument explosé. Bon. Donc ça, c'est les premières barrières. Et donc, on regarde maintenant pas la barrière de la mémoire, mais la deuxième barrière, qui est la chaleur et l'énergie. Hein. Donc, parce que quand vous posez une question à une IA, encore une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez du tableau de Marie, mais bon, concrètement, il y a 5 minutes de réflexion qui sont les plus utiles. Et donc, disons que pendant 3 minutes, l'IA, elle va réfléchir à pleine puissance. Hein. Alors, évidemment, pour avoir accès à ces 3 minutes, souvent, il faut un abonnement pro. Hein. Donc, vous payez un peu, c'est pas grand-chose, mais c'est 20 euros par mois ou quelque chose comme ça. Bon. Alors, le problème, c'est que on ne peut pas densifier
les calculs si on n'arrive pas à évacuer la chaleur, parce que si voilà, les data centers, tout ça chauffe trop, bah, les puces fondent. Enfin bon, voilà. Donc c'est très très important. Et un élément clé, c'est pour pouvoir faire fonctionner tout ça à pleine puissance, eh ben, il faut être en mesure de refroidir les serveurs. Et donc on le fait avec des fluides voilà, spécifiques, où on fait passer de l'eau directement sur les puces. Alors il y a 3 sociétés qui sont impliquées là-dedans. Il y a Vertiv qui est le leader mondial de la gestion thermique des data centers, de très loin. Puis il y en a une que vous connaissez tous, qui est Schneider Electric, qui fournit l'infrastructure électrique et de refroidissement. Et puis vous en avez une qui fonctionne bien en ce moment, qui est Eaton. Alors on va aller, là par curiosité, simplement, on va aller voir Vertiv. Puis ensuite nous irons voir Schneider. Là, voilà. Alors, vous voyez, là, ça a déjà bien monté. C'est moins impressionnant que pour les mémoires. Donc, il y a peut-être quelque chose à jouer, mais enfin, on est quand même proche de 2 écarts types. Alors, tu peux peut-être aller voir le consensus. Bien sûr. Vous voyez le consensus, peut-être l'agrandir. Voilà. Je peux l'agrandir si tu veux. On est quand même à 57 fois les bénéfices. Moi, je ne sais pas si j'irai sur une boîte à 57 fois les bénéfices ou 44 fois l'année prochaine. Bon, c'est déjà cher. Hein. Alors, on va aller voir Schneider. Alors, Schneider, c'est peut-être plus. Alors, c'est moins. C'est Vertiv, c'est que ça, ce que le data center. Schneider, c'est pas que le data center. Donc, vous voyez, on est tout de même là aussi à pas loin de 2 écarts types, hein, entre 1 et 2 écarts types au-dessus de la droite de régression. En revanche, en termes de PER, on est plus accessible puisque on est, moi, j'arrive pas à lire. On est à 29 en 2025 et 26 en 2026. Voilà. On est cher, on est moins cher, on est assez cher. Bon, mais c'est pas complètement, c'est pas que de l'IA, hein, Schneider. Voilà. Alors, donc là aussi, on ne trouve pas tellement dans quoi investir. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'il y a comme autre barrière. Et donc, on a identifié une 3e barrière qui est la vitesse de la lumière, la latence. Si vous voulez, quand vous posez une question, bon, ben, il y a ce fameux délai de latence. Et donc, évidemment, l'objectif, c'est que l'intelligence artificielle puisse réfléchir pendant 5 ou 10 minutes, mais que vous attendiez qu'une minute, quoi. Enfin, concrètement, accélérer le process de réflexion. Voilà. Et ce qui est compliqué, parce que bah, il faut relier toutes les puces pour que ça réfléchisse vite. Il faut, par exemple, relier 10 000 puces entre elles. Voilà. 10 000 puces NVIDIA pour qu'elles forment une énorme puce de réflexion. Voilà. Et donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le câblage en cuivre, bah, c'est un peu trop lent. Et puis, ça, si vous mettez trop, si vous sollicitez trop, bah, ça chauffe. Et donc, ça ne permet pas vraiment de transférer les données au rythme auquel on en a besoin entre les différentes puces pour qu'elles puissent travailler à pleine puissance. Et donc, la solution qui a été trouvée, c'était de faire de la photonique sur silicium. C'est-à-dire, concrètement, on remplace l'électricité par de la lumière. C'est-à-dire que la puce NVIDIA, elle va donner c'est du binaire, hein, c'est l'électricité, donc elle va donner des impulsions électriques et vous allez avoir une espèce de switch qui va transformer ces impulsions électriques en impulsions de lumière. Et donc ensuite, vous allez les faire passer sur du fibre optique. Et donc vous allez avoir, alors là, vous avez la vitesse de la lumière, le potentiel de lumière, donc vous n'avez plus vous n'avez plus les problèmes de latence que vous avez avec les câbles en cuivre. Hein. Donc ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, qu'est-ce qui est spécialiste dans ça? Les leaders des switches, hein, ceux qui transforment des impulsions électriques en impulsion, enfin, j'appelle ça impulsion, c'est pas le bon terme, enfin, pour faire simple, en impulsion lumière, c'est Broadcom ou Arista Networks. Donc, on va aller les voir. Là, tu es sur Broadcom, Guillaume. Et donc, voilà, vous voyez, on a énormément monté. Alors là, on a un peu revenu en arrière, parce que vous savez, il y a eu des doutes sur l'IA, donc on est un peu revenu en arrière, mais on reste à 2 écarts types au-dessus de la droite de régression. On va aller voir. On ne va pas voir les PER parce qu'ils sont très élevés. On va voir Arista Network. Vous allez voir, c'est également. Voilà. Ça veut dire que le marché a tout vu, quoi. Le marché a tout vu très vite. Il faut dire que le marché est surtout américain.
Et alors là, on est un peu revenu en arrière. On était monté à 2 écart-types. On n'est plus qu'un écart-type au-dessus de la droite de régression. Mais si on va regarder les PER, eh bien, on a un PER de 49. combien? Voilà, très, très, très élevé. Mais c'est un peu difficile. 49 années de résultat. Voilà. Bon, alors, si on regarde pas ceux qui fabriquent les switches, mais si on regarde les sociétés qui fabriquent les composants optiques, laser, qui permettent de transformer l'information par la lumière, on va regarder Cohérent, par exemple. Voilà. Bah, c'est pareil. Hein. Ça a explosé. Hein. Ça a vraiment explosé. Donc, voilà. Et si on regarde le PER, on est à combien, Maxime? 48 en 2025. Voilà. 48 années de résultats. Donc, vous voyez, c'est très, très cher. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, on peut regarder une société qu'on aime bien en France, ce qui est Soitec, parce que eux, ils ont la technologie qui est indispensable pour graver des lasers sur du silicium et accélérer ces transferts de données. Ça s'appelle des je ne sais plus comment ça s'appelle, des SOI, des photosoniques SOI. Ouais, c'est ça, des photosoniques SOI. Et donc, voilà, alors le graphique, vous voyez là, en revanche, le marché n'a pas vu. Pourquoi est-ce que le marché n'a pas vu? Alors, on s'est posé la question chez Ibou, et je pense que d'abord, ce n'est pas une société américaine. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le marché Ibou, parce que c'est chez les Américains, et dans les boîtes américaines comme Goldman Sachs, vous avez des PhD, des doctorants en physique, physique quantique, etc., qui comprennent tout très, très, très vite. Et donc, puis vous avez des fonds de pension, des fonds spécialisés sur l'IA, ils font que ça, et donc, tac, ils vont tout de suite. Voilà. Mais ils vont peut-être pas sur des petites boîtes, parce que Soitec, c'est un tout petit marché, hein, c'est quelques milliards d'euros. Et puis, c'est une boîte française, petite boîte française sur un petit marché, donc ils l'ont peut-être pas vu. Donc là, vous avez, c'est la seule boîte qu'on ait trouvée, voilà, sur la lumière, sur la gestion de la lumière. Ils sont vraiment indexés dessus. D'ailleurs, on le voit très bien dans les derniers résultats. Tout ce qui est photosonique, SEI, ça a très très fortement progressé. Je crois que c'était plus 35% sur le dernier trimestre. Voilà, parce qu'on s'en sert dans les data centers. C'est une des pièces en amont, hein, des cohérents et des autres sociétés qu'on a vues. Et donc, c'est probablement un des moyens qu'on a encore aujourd'hui de jouer l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, si on continue à aller plus loin, on regarde une autre barrière, c'est l'énergie. Voilà, vous savez tout ça. C'est que donc là, on n'est plus, on est dans l'inférence, donc ça veut dire que tout le monde pose des questions tout le temps. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme contrainte physique majeure? Eh ben, on a des réseaux qui ont tendance à être saturés, hein, des réseaux électriques, surtout, alors moins en France, mais en France, on est très très bon en électrique, comme vous le savez. Mais aux États-Unis, on a tendance à avoir des réseaux saturés. Et puis, on a un problème, c'est qu'on a besoin de stabilité, on a besoin d'avoir de l'énergie tout le temps. On appelle ça du 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Donc forcément, tout ce qui est éolien et solaire, bon, ben, ce n'est pas idéal parce que c'est intermittent. Et en même temps, on est quand même chez les GAFAM. Hein, c'est Google, Microsoft, Amazon qui ont les grands modèles de langage auxquels on pose des questions. Et donc, eux, c'est des sociétés californiennes, elles sont orientées écologie, donc net zéro. Elles ne veulent pas faire tourner du charbon. Voilà. Donc, c'était intéressant. Il y avait une interview du patron de Total récemment sur Boursorama, très intéressante. Vous pouvez la regarder, la visionner. Et il dit ça exactement. Il dit voilà, lui, il fournit de l'électricité à partir d'énergie solaire. Voilà. Mais bon, ce qui marche très bien, évidemment, c'est le nucléaire. Hein, donc, c'est le retour en grâce du nucléaire. Et donc, alors là, il y a des sociétés, vous les connaissez tous. Mais concrètement, on va en citer 3.
Il y en a une qui s'appelle Constellation Énergie, qui est une grosse société d'énergie américaine qui fournit l'électricité. Et puis vous avez un grand mineur qui s'appelle Cameco, qui est le leader mondial pour la production d'uranium. Et puis vous avez une autre spécialité qui s'appelle Oklo, qui fabrique des petits réacteurs. Hein. Voilà, elle est soutenue par Sam Altman. Et donc, eux, ils cherchent à faire des petits réacteurs nucléaires qu'on met directement à côté des data centers. Voilà. Et puis, il y a le problème de gestion du réseau électrique. Alors là, on va retomber sur Schneider Electric. Hein. Il s'agit de distribuer bien l'électricité, les onduleurs, tout ça. Et puis, vous avez enfin les producteurs d'électricité plus classiques. Alors là, vous avez des boîtes comme Vistra Corp, Dominion Energy. Bon, alors on peut peut-être aller voir, par exemple, Vistra Corp. Je ne sais pas ce que ça va donner, je n'avais pas regardé. Peut-être que… Je peux. Là, j'étais sur Constellation Énergie, comme ça les personnes peuvent la voir. Et je vais voir Vistra. Ah, alors, attends. Constellation Énergie, j'arrête une minute. Constellation Énergie, méfiez-vous du graphique parce qu'il est trop court. Hein. Il est trop court pour utiliser la droite de régulation. Je le remets, vous le voyez. Il date de… Oui, mais date 2017, c'est ça? Janvier 2022. Janvier 2022, voilà, c'est trop court, on ne peut pas les utiliser. Voilà, et Vistra. Il est là. Voilà, on voit qu'on a un graphique un peu plus long, il n'est pas non plus très très long, ce n'est pas encore idéal. Enfin, on voit que ça a bien explosé aussi. Et vous voyez, il y a ce petit retrait là, en ce moment. Vous voyez, depuis quelques semaines, on voit ça sur presque tous les graphiques. On était monté à 2 écarts types. Les gens ont un peu des doutes sur l'IA. Bon, nous, chez Ibo, on n'a pas trop de doutes. On pense que l'IA va vraiment envahir toute l'économie. Voilà. Mais donc, peut-être qu'on trouve, mais voilà, on est même à un écart type au-dessus, c'est tout de même des utilities, on est tout de même encore un peu cher. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Eh bien, on peut dire qu'à part ces 4 barrières hein, qu'on vient de voir, le grand mouvement actuel, hein, parce que ça, c'est pour repérer les grands mouvements en cours d'investissement. Bon, les grands mouvements actuels, c'est que les sociétés qui font de l'intelligence artificielle, elles dépendent un peu trop de Nvidia. Voilà, Nvidia, il a une marge de 80% sur ses puces. Il est très très cher. Hein. Et donc, parfois, elles se disent, c'est peut-être un peu cher, on en a absolument besoin, évidemment, pour créer nos modèles. Mais pour l'inférence, répondre aux questions, c'est peut-être un peu cher. Et donc, on peut peut-être trouver des puces qui soient uniquement dédiées au raisonnement. Voilà. Alors, évidemment, c'est ce qu'on appelle des puces ASIC. Hein, donc, c'est Application Specific Integrated Circuits. Donc, c'est des puces qui sont spécialisées. Ils ne sont pas tout terrain, hein, comme une GPU. Elles ne peuvent pas tout faire. Ce n'est pas un couteau suisse. Elles sont vraiment spécialisées. Mais comme elles sont spécialisées, elles sont moins compliquées à fabriquer. Et donc, on va les utiliser que pour faire de l'inférence. Et donc, on va les mettre en parallèle à côté des puces Nvidia. Donc, on va acheter moins de puces Nvidia, on va en acheter tout de même, mais on va en acheter moins. Et à côté, on va construire des puces. Et donc, voilà. Donc, à ce moment-là, les Google, les Amazon, ils vont concevoir les puces, voilà, pour les data centers qu'ils vont construire. Mais ce n'est pas leur métier, donc ils vont les concevoir, mais ils vont faire appel à d'autres sociétés. Et alors, les d'autres sociétés, c'est surtout Broadcom, voilà, qu'on a déjà vu, Marvell Energy et ARM Holding. Voilà. Et donc, ces sociétés, elles vont concevoir des puces qui consomment moins d'énergie. Et donc, on va aller regarder Marvell Technology, par exemple, pour voir si ça a été joué, et ARM Holding, pour voir si ça a été joué par le marché. Donc ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas des barrières, hein, c'est plutôt, voilà, c'est une piste qu'utilisent les grands de l'IA pour dépenser moins d'argent.
Voilà. Alors là, vous voyez, on est à un écart type au-dessus de la droite de régression. Et on est à combien en termes de PER? Alors, attends, j'arrive, bouge pas. On est à 50 sur 2025 et 28 sur 2026. Voilà, ça va très, très, très vite. Il ne faut pas se planter, hein. On est même à 28 fois. On est même à 50 fois à 2025. Mais ça va très, très vite. Donc voilà, ça c'est peut-être Marvel. Vous voyez, Soitec, c'était quelque chose qu'on peut, à notre avis, chez vous, on peut vraiment le faire. Marvel, il faut peut-être regarder. Peut-être que ça vaut la peine. Voilà. Voilà. Surtout s'il y avait un petit repli par rapport au cours actuel. Et on va aller regarder une autre société, alors beaucoup plus connue, ARM. ARM, ils essaient de rattraper Nvidia, hein. C'est vraiment le concurrent. Ils n'y arrivent pas pour l'instant. Et comme ils n'y arrivent pas, eh bien, il date de quand cette droite de régression? Elle n'est pas très loin. 2023, c'est très récent. Voilà, on ne peut pas l'utiliser. Et les PER, ils sont de 78 et 73. Oui, d'accord. Il doit y avoir d'autres graphiques à ARM, hein. Enfin, vous voyez, les PER sont trop élevés de toutes les manières. Voilà. Les PER sont trop élevés, à 78 fois les résultats. Donc, on n'a pas vraiment le puits, voilà, peut-être Marvel, voilà. Et puis, alors, on va aller regarder, on va continuer à regarder, donc, non plus les barrières, mais ce que peut faire, ce qui peut se passer parallèlement à ça. Et l'autre piste pour réduire les coûts qu'utilisent les spécialistes de l'IA, c'est ce qu'on appelle le edge computing. C'est-à-dire que finalement, on se dit, je ne vais pas traiter toute l'intelligence artificielle sur mon data center, je vais le traiter en partie sur les objets connectés. Voilà. Donc, je vais mettre des petites intelligences artificielles sur les objets connectés. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et alors, ce que nous pensons chez Ibou, hein, c'est un peu la conclusion auquel on est arrivé, c'est que là, il y a vraiment une piste intéressante et que ça devrait vraiment décoller le edge computing à partir de 2026. Voilà. C'est vraiment ce qui devrait. Et alors, il faut qu'on regarde plus à fond, mais il y a quelque chose qui nous paraît abordable pour le coup, c'est Qualcomm. Et parce que Qualcomm, c'est vraiment leur spécialité. Vous savez, Qualcomm, c'est des puces, c'est normal, hein. C'est le spécialiste des puces pour smartphones. Et donc, ce n'est pas anormal qu'ils se spécialisent actuellement dans le edge computing. Voilà. Et on va aller donc regarder, il y a aussi Micron. On va aller regarder Micron et Qualcomm. Mais voilà Qualcomm. alors, vous voyez, Qualcomm, on est sur la droite de régression. Et alors, le PER est abordable. Il est de 12. Voilà. Alors là, c'est drôle. Alors, évidemment, on se pose des questions. On se dit si les grands pontes de l'intelligence artificielle ne l'ont pas mis en avant, c'est qu'ils n'y croient pas trop. Bon, à notre avis, ça vaut vraiment la peine de regarder Qualcomm. C'est un jeu. Alors, les gens disent un peu la vieille économie. Enfin, la vieille économie, entendons-nous, hein, c'est un peu la vieille tech. C'est la tech des smartphones. Mais bon, c'est intéressant. Et d'ailleurs, on l'avait repéré parce que vous savez, on connaît bien Valeo. Et Valeo travaille beaucoup, beaucoup avec Qualcomm, justement, dans la conduite autonome. Voilà. Et BMW a aussi fait un contrat très important avec Qualcomm, toujours pour la conduite autonome, parce que justement, ils maîtrisent très bien l'IA du edge computing. Voilà. On va aller regarder. Je ne sais plus comment Micron. s'appelle l'autre. Voilà. Micron. Ouais. On l'a déjà vu, Micron, au début. Oui, excuse-moi. Il était déjà présent sur lui. Elle est toujours aussi belle. Okay. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, je vais repasser la main à Marie qui va nous parler. Donc ça, si vous voulez, là, ce qu'on a regardé, c'est ce qui se passe en ce moment, hein. Donc, et vous voyez que ce qui se passe en ce moment, c'est parfaitement couvert par le marché, sauf que ce qui se passe en ce moment, ce qui est en train de naître, peut-être, c'est le edge, et puis peut-être aussi, en partie, un petit peu l'architecture de la puce pour échapper à Nvidia, et peut-être un chouïa, tout de même l'énergie. Et donc, c'est peut-être sur ces trois segments qu'on peut trouver quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, nous, on pense qu'il y en a deux qui sont peut-être intéressants, qui sont Soitec et Qualcomm.
Ouais, c'est exactement ça. Merci Guillaume, ainsi que Marie, pour cette énorme review qui nous semblait importante quand même pour bien comprendre On n'a les pas enjeux fini. présents. Mais je sais bien, je sais bien. C'est une belle transition vers la suite, justement. L'avenir de l'IA, Marie. Qu'est-ce qui risque de se passer d'après toi pour savoir justement ensuite, avec les abonnés, qu'est-ce qu'on pourrait jouer par la suite, qui n'est pas encore trop valorisé, pourquoi pas, sur l'IA. Oui, et pour parler de l'avenir, je vais parler un tout petit peu du passé une nouvelle fois, hein, désolée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de 1970 à 2015, on était dans la loi de mort, hein, dont on a tous au moins entendu parler. C'est-à-dire que pendant 50 ans, la loi qui s'est appliquée, c'est que la puissance des ordinateurs doublait tous les 2 ans. Donc c'est la fameuse loi de mort qui a permis l'essor du PC et d'Internet. Mais depuis 2015, on a atteint un plafond et cette courbe s'aplatit. On ne peut plus réduire, pour faire simple, la taille des transistors sans provoquer une surchauffe excessive. Et donc, la conséquence, c'est que les CPU classiques que produisait Intel ou AMD ne suffisent plus pour traiter les volumes massifs de données nécessaires à l'IA moderne. Et donc, cette limite du CPU, c'était le plafond de verre de l'IA. Un CPU, c'est un cerveau d'ordinateur, donc il est conçu pour être généraliste. Il doit savoir tout faire, lancer Windows, ouvrir un Excel, vérifier vos emails, jouer de la musique. Et donc, comment il fonctionne ? Il traite les tâches les unes après les autres, en séquentiel, mais extrêmement vite. Une analogie pour mieux comprendre, imaginez que ce CPU est Albert Einstein. Il va être très brillant, capable de résoudre une équation intégrale ultra complexe. Mais si vous lui demandez de corriger 10 000 copies d'école primaire, par exemple des additions toutes simples, 2 plus 2, et tout Einstein qu'il est, il va devoir les traiter une par une. Et donc, même s'il va très vite, il lui faudra quand même des heures, parce que 10 000 copies, il faut quand même les regarder. Et donc, ce plafond, ce fameux plafond de verre qu'on évoquait, c'est qu'on ne peut pas cloner Einstein à l'infini, et on ne peut plus augmenter la vitesse de son cerveau sans qu'il ne surchauffe. Donc, c'est ça le plafond qui se posait à l'IA avec les CPU. Et donc, la solution, ça a été de passer au calcul en parallèle. Donc, au lieu d'un cerveau hyper puissant comme Einstein qui va faire tout séquentiellement, on va utiliser des milliers de petits calculateurs modérément intelligents qui travaillent tous en même temps. Donc, et c'est là qu'arrivent les fameux GPU de NVIDIA, qui ont été conçus à l'origine pour les jeux vidéo. Un jeu vidéo, un écran de jeu vidéo, c'est environ 2 millions de pixels, c'est-à-dire des petits points de couleur. Et donc, pour afficher une image fluide, il faut changer la couleur de tous les pixels en même temps, 60 fois par seconde. Et pour faire ça, on n'a pas besoin d'être intelligent comme Einstein, donc on a besoin d'un GPU massif qui peut faire des milliards d'opérations simples, mais simultanément. Et donc, pour reprendre notre analogie de tout à l'heure, imaginons maintenant le GPU comme une armée de 10 000 lycéens. Individuellement, ils sont bien sûr beaucoup moins intelligents qu'Einstein, ils ne savent faire que des additions simples, peut-être des collégiens du coup. Mais si vous leur donnez 10 000 copies d'école primaire, 2 plus 2, ils vont les corriger toutes en même temps. Et donc, Einstein n'aura même pas fini la première copie que l'armée aura déjà terminé tout le travail, l'armée de lycéens ou de collégiens. Et donc, la grande innovation, c'est qu'on passe du calcul séquentiel, un par un, au calcul parallèle, tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on a pu faire sauter le plafond qui bloquait l'IA. Et c'est la vision de génie de Jensen Huang, le fondateur et le dirigeant de NVIDIA. Il a compris ça, en fait. Il a compris que ces fameux réseaux de neurones qui permettent l'IA, ce n'est pas de la haute mathématique ultra complexe, en fait. C'est juste une multiplication gigantesque de nombres simples, des matrices, exactement comme le calcul de pixels dans un jeu vidéo. Et donc, le résultat, avant, avec des CPU puissants comme Einstein, entraîner une IA, ça prenait 10 ans. Et maintenant, avec des GPU de niveau collège-lycée, ça prend 1 mois. Et donc, depuis 2020, avec cette ère du GPU, on est entré dans un nouveau paradigme. On est passé de la loi de Moore à la loi de Huang. Et donc, la performance des puces IA ne double pas tous les 2 ans, elle est multipliée par 1000 en 10 ans. Parce qu'en combinant une puissance des puces x 1000 et l'optimisation des algorithmes x 1000 également, dans 10 ans, on sera donc 1 million de fois plus puissant. Donc, autrement dit, on pourra diviser le coût global de l'intelligence par 1 million. Et en fait, c'est le plus puissant facteur déflationniste de l'histoire industrielle. Cette chute des coûts drastique qui va rendre l'IA omniprésente. Et pourquoi on a cette accélération ? Si les CPU ont plafonné, on l'a vu, c'est parce qu'ils se heurtaient aux limites de la physique, la taille des atomes, la chaleur, etc. Et donc, NVIDIA a contourné le problème en changeant les règles du jeu. Première astuce,
Déjà, un microprocesseur classique dans un CPU va calculer avec une précision extrême de 64 chiffres après la virgule. On appelle ça 64 bits de précision. C'est obligatoire une précision comme ça pour envoyer une fusée sur la Lune ou pour faire des simulations sur le climat. Mais en revanche, pour reconnaître un chat dans une vidéo ou pour générer du texte, l'IA n'a pas besoin de cette précision infinitésimale. Et donc l'astuce de NVIDIA, ça va être tout d'abord d'autoriser les puces à calculer avec une précision réduite. Au lieu de 64 bits, on va passer à 8 bits ou même 4 bits. Et donc résultat, le GPU va aller 10 à 100 fois plus vite avec la même énergie, sans pour autant perdre en qualité de réponse pour l'IA. Et donc dit autrement, on va consommer 100 fois moins d'énergie pour le même calcul. Voilà pour la première astuce de NVIDIA. Et la deuxième astuce, ça va être le Transformer Engine. Les puces NVIDIA les plus récentes ont un moteur spécial qui va analyser le logiciel en temps réel et qui va s'adapter dynamiquement. Si le calcul est difficile, elles augmentent la précision. Donc on va passer de 4 à 8 bits, par exemple. Mais si c'est facile, elles la baissent pour aller plus vite. Et donc le résultat, c'est qu'elles ne sont pas tout le temps à fond. Donc ça va réduire la consommation d'énergie et de facto les coûts d'exploitation. Et enfin, donc, troisième astuce, donc on a vu première astuce, réduire la puissance, et deuxième astuce, la rendre plus adaptable, s'adapter dynamiquement. Et troisième astuce, c'est l'effet de réseau. Un CPU, ça travaille seul. Et NVIDIA a inventé une technologie qui s'appelle NVLink, qui permet à des milliers de puces de communiquer entre elles plus vite qu'elles ne calculent. Et donc, résultat, elles fusionnent pour devenir une seule puce géante virtuelle. C'est exactement le principe des supercalculateurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin désormais de photonique, c'est-à-dire d'optique, et non plus d'électrique, pour relier ces milliers de puces sans surchauffe, ni goulet d'étranglement. Et donc là, la question, elle est assez simple. Tu as déjà même un peu répondu en expliquant tout ça, Marie. Cette question, elle est pour toi, Guillaume. Est-ce que c'est difficile de copier NVIDIA? Ça semble quand même très compliqué, non? Oui, c'est une question annexe. Mais bon, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant d'y répondre. Alors, en fait, on a regardé la question. L'impression qu'on a, c'est assez difficile. D'abord parce que, en fait, NVIDIA elle a créé un langage de programmation pour qu'on utilise ces puces qui s'appelle CUDA. Et donc, ça veut dire qu'ils l'ont inventé en 2006, ils l'ont mis en 2006. Et donc, depuis 2006, tous les développeurs qui travaillent sur l'IA, c'est-à-dire sur les algorithmes qui permettent justement d'entraîner les modèles, etc., ils ont travaillé sur CUDA. Donc, on estime qu'il y a à peu près 4 millions de développeurs dans le monde qui ont travaillé sur CUDA. Donc, si vous inventez une nouvelle puce, ce sera avec un autre langage. Donc, il faut tout réécrire, quoi. Donc, c'est vraiment difficile. Bon, ça, c'est la première barrière. La deuxième barrière, c'est qu'en fait, aujourd'hui, NVIDIA, ils ne vendent pas que des puces, que des cartes graphiques. Ils vendent, par exemple, avec la dernière puce Blackwell, GB200, ils vendent tout un système. C'est-à-dire, ils vendent la puce avec les câbles, le refroidissement, le réseau switch, etc. Et donc, pour concurrencer NVIDIA, il faut pouvoir faire tout ça. Donc, la barre a été placée plus haute. Et puis, le troisième point, c'est que NVIDIA gagne beaucoup d'argent, comme vous le savez. Vous voyez bien qu'elle a la capitalisation boursière. Donc, ils ont beaucoup d'argent à investir, donc ils investissent à fond. Et donc, ils sortent pas une puce tous les 3 ans comme faisait Intel, mais ils sortent une puce tous les ans. Et donc, c'est un rythme effréné, quoi. C'est très, très, très dur à suivre. On peut les suivre, ce que fait AMD, mais voilà, ils courent derrière, quoi. Donc voilà, c'est difficile. Et ça met en valeur, d'ailleurs, ce qu'a dit, ce qui est très, très intéressant, c'est ce qu'a dit NVIDIA quand, vous savez, Trump a dit on va arrêter de vendre des puces NVIDIA aux Chinois parce que ça leur permet de faire l'intelligence artificielle. NVIDIA a dit non, il ne faut surtout pas faire ça, c'est idiot, parce que plus on attend, plus c'est difficile de concurrencer NVIDIA. Parce qu'il va prendre de l'avance, il investit tellement d'argent qu'il prend de l'avance, toujours. Donc, il devient très irrattrapable. Et puis, plus il y aura de gens qui auront écrit du logiciel sur CUDA, plus ce sera difficile de tout raser. Tandis qu'aujourd'hui, on peut peut-être encore le faire, on peut peut-être encore partir de zéro. Les Chinois, ils peuvent se dire, on part de zéro, on met au point des puces
qualité NVIDIA avec notre propre langage d'exploitation, et puis on bâtit notre propre système, voilà, à côté. Voilà. Tandis que si on avait, et c'est ce qu'ils font, tandis que si Trump n'avait pas commis l'erreur, je dirais la bêtise, hein, de faire ça, de menacer les Chinois, peut-être, c'est pas sûr, mais enfin peut-être qu'ils se seraient dit, on va pas investir massivement, on va utiliser NVIDIA. Et donc, Nvidia aurait acquis une espèce de monopole. Parce que ce qu'on voit, hein, enfin vous avez tous vu ça, c'est que c'est bizarre hein, la manière dont se structure la tech, mais finalement, c'est tellement d'investissements, tellement de courbes d'expérience que finalement, on a un spécialiste mondial un peu dans chaque catégorie. Alors bon, ben, les machines à fabriquer des puces, ça va être ASML, ça va être en Hollande. Le fabricant, le fondeur, finalement, le meilleur de très loin, c'est TSMC. Hein, on a du mal à le rattraper. Et d'ailleurs, vous savez, on avait dit, si on prend les machines TSMC a dit oui, mais les machines sans les hommes, ça ne fonctionne pas. Il faut des équipes d'ingénieurs qui ont une courbe d'expérience énorme pour utiliser les machines. Donc, il ne suffit pas de mettre les machines aux États-Unis. Et donc, il n'y en a plus qu'un. Si on prend les mémoires, c'est HR Hynix. Voilà, c'est un Coréen. Et finalement, on a voilà. Et puis, on a des sociétés un peu uniques qui se déploient seules au niveau mondial. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a une espèce d'interdépendance. Donc, vous voyez, se faire la guerre économique, la guerre. Je crois qu'avec la tech, c'est devenu vraiment, vraiment extrêmement difficile. Donc voilà, c'était intéressant de regarder Nvidia pour ça, pour voir qu'ils avaient cette avance, difficilement rattrapable, mais qu'en même temps, s'il y a une brèche qui peut être faite en Chine, elle doit être faite, mais maintenant, parce que plus on attend, plus ça va être difficile. Voilà. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir de ce qu'a dit Marie, à mon avis, c'est que, vous voyez, la loi de Wang, c'est que ça va aller très très vite, quoi. L'intelligence artificielle, elle va s'imposer partout, voilà, parce que ça va devenir tellement bon marché, parce que on va faire 1000 fois plus vite, plus c'est les algorithmes qui vont faire 1000 fois, donc on va aller 1 million de fois plus vite, donc on va avoir de l'intelligence artificielle absolument partout. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer demain? Quel est l'avenir? Parce qu'on a vu que si on regarde ce qui se passait aujourd'hui, les différentes barrières, le marché a tout vu, hein. Quasiment tout, sauf Soitec parce que c'est tout petit. Et voilà, mais sinon, puis Edge Computing peut-être, mais en fait, peut-être qu'ils doutent, en fait. Voilà. Donc, Qualcomm, on n'est pas sûr que ce soit le bon choix. En revanche, sur l'avenir, peut-être qu'on peut essayer de prendre une longueur d'avance, hein. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que l'un des mouvements importants pour l'avenir de l'IA, c'est qu'on va passer de la big data à la smart data. Voilà. Alors, la big data, c'est quoi? C'est que, c'est ce qu'on vous a expliqué depuis le début, c'est que plus on entraîne une intelligence artificielle, donc plus on lui donne de choses à lire, plus elle fait de tests et plus elle devient efficiente, hein. Donc, c'est comme si vous aviez lu 10 livres policiers. Si vous avez lu 10 livres policiers, vous devinez plus le coupable en lisant un nouveau livre policier que si vous n'en avez lu aucun. Bon, mais si vous avez lu 10 millions de livres policiers, quand vous en ouvrez un nouveau, dès le chapitre 1 ou 2, vous avez compris qui était coupable parce que vous avez compris tous les mécanismes. Donc, plus vous avez de data, plus vous devenez efficient. Voilà. Mais le problème, c'est que la data, c'est bien, mais elle peut aussi polluer. Parce que la data, c'est tout ce qu'il y a sur Internet, si vous voulez, et sur Internet, il y a beaucoup de choses médiocres. Donc la tendance actuelle, ce qu'on voit un peu se dessiner, c'est que les grands de l'intelligence artificielle, ils cherchent moins à avoir le plus de données possibles, mais ils cherchent maintenant peut-être à avoir les meilleures données possibles. C'est-à-dire des manuels scolaires, des thèses de doctorat, des codes informatiques qui soient propres. Voilà. Ils se disent peut-être aujourd'hui, on préfère avoir 1 milliard de mots écrits par des experts que 100 milliards de mots écrits par des tocards sur Internet. C'est ça le mouvement. Et c'est important parce que, comme on a à peu près tout couvert en intelligence artificielle, quasiment toute la connaissance humaine, pour faire progresser, il faut avoir encore plus de grains à moudre.
et que donc on se met à utiliser ce qu'on appelle les données synthétiques, c'est-à-dire que c'est l'IA qui fabrique elle-même des données. Mais pour fabriquer elle-même des données, si elle part sur des données médiocres, elle va fabriquer des données médiocres, et donc on va avoir de plus en plus d'hallucinations. Tandis que si elle part sur des données qui sont bonnes, eh ben, elle va pouvoir, à partir de ces données bonnes, fabriquer des données encore meilleures. Par exemple, si elle part d'un livre de cuisine impeccable, bien écrit par une IA, eh ben, elle va pouvoir inventer un nouveau livre de cuisine où, par exemple, elle va mélanger la recette sur le homard et la recette sur les crevettes et faire une nouvelle recette, et ça va devenir une nouvelle donnée, ça va lui permettre de s'entraîner encore plus. Vous voyez? Donc, pour continuer à progresser, elle a besoin de données propres. Et donc, ça veut dire, et c'est un peu notre pitch chez Hibou, de réflexion, c'est que ce que nous pensons, c'est que les sociétés qui possèdent des données propres, des données un peu exclusives, de très bonne qualité, ce sont les sociétés qui sont capables d'entraîner l'IA aujourd'hui. Et que ceux qui veulent entraîner l'IA, qui ne sont pas ces sociétés, ils sont obligés de passer par eux. Et c'est quoi ces sociétés? C'est par exemple Bloomberg pour la finance, c'est peut-être Elsevier pour la science, c'est peut-être des sociétés comme, je ne sais pas si SGS ou Bureau Veritas, ils ont gardé beaucoup de données, mais c'est possible. C'est peut-être des sociétés comme les sociétés qui font des tests. C'est probablement là le trésor des prochaines années. Voilà. Et ça, c'est pas sûr que le marché l'ait vu. En tout cas, c'est sûr que sur Dassault Systèmes, à notre avis, il ne l'a pas vu. Mais c'est elles qui ont le carburant premium pour permettre à l'IA de continuer à progresser. Donc ça, c'est vraiment une piste qui mérite d'être fouillée. Voilà. Alors ensuite, l'autre déploiement de l'IA, vous savez, c'est l'IA agentique. Vous savez tout ça. L'IA agentique, c'est quoi? C'est une IA qui ne fait pas que parler, mais qui agit. Aujourd'hui, l'IA, vous lui posez une question, elle vous parle, quoi. Mais bon, elle ne vous prend pas un billet de train sur Internet, hein. Elle ne va pas sur votre compte en banque débiter votre carte bancaire pour prendre un billet Internet. Donc ça, c'est l'IA agentique et c'est ce qui est en train de se développer. Donc ça aussi, c'est très important parce que c'est ça qui va permettre de faire des gains de productivité massifs dans les entreprises. Et donc là, il faut regarder, tout le monde peut faire de l'IA agentique, à notre avis. En fait, ce qu'il faut regarder là, c'est ceux qui vont en bénéficier et ceux qui vont en mourir. Voilà. Alors, vous savez, on vous l'a dit, par exemple, on pense que Téléperformance très, très menacée. Voilà. Alors, il y a quelques boîtes qui font des employés numériques, hein. Il y en a une qui s'appelle Adept. Voilà. Microsoft s'est pas mal développé dans les agents autonomes. Voilà. Salesforce aussi dans les agents autonomes. Il faut regarder les boîtes qui font ça et puis les boîtes qui vont le mieux les utiliser et puis ceux qui vont en mourir. Voilà. Mais il y a des secteurs qui vont faire des gains de productivité énormes, énormes. Et donc là, on peut aussi les jouer. C'est une autre chose à regarder. Voilà. Et puis, dernier point, c'est un de ceux qui nous intéresse le plus chez Hibou, c'est l'IA non pas agentique, mais physique. Voilà, c'est l'IA qui sort des écrans. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous mettez le cerveau de ChatGPT. ChatGPT a un meilleur cerveau que la plupart des hommes, hein, parce qu'il maîtrise toute la connaissance humaine et puis il est capable de raisonner à la vitesse de la lumière, hein, 300 000 km/s. Je crois que notre cerveau, c'est 120 mètres secondes, je crois. Moi, je dis peut-être des bêtises, mais c'est beaucoup, beaucoup plus lent de toutes les manières. Il va beaucoup, beaucoup plus vite sur une masse de connaissances beaucoup plus importante. Donc, forcément, il va gagner. Et donc, si vous mettez cette intelligence dans un robot, voilà, alors là, vous avez un robot qui voit, qui comprend, qui s'adapte. Et donc, ça, c'est redoutable, quoi. Parce que vous allez mettre ça dans les usines, vous allez mettre ça dans toute l'économie. Hein, vous voyez ce que disait Barry, c'est que on sait que dans les 10 ans qui viennent, avec pas la loi de Moore, mais la nouvelle loi sur l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle va faire 1 million de fois plus de puissance qu'aujourd'hui, ou 1 million de fois moins cher. Donc,
on va l'utiliser partout, ça va être extraordinairement puissant, extraordinairement bon marché, et tous les objets connectés vont avoir de l'intelligence artificielle. Et donc, on va avoir des robots humanoïdes. Voilà. Et donc, les robots humanoïdes, c'est probablement très rapidement la prochaine révolution. Et donc là, évidemment, il faut voir les sociétés qui vont être capables de le faire, bien sûr. Alors, vous savez tous que Hyundai travaille beaucoup dessus, BYD travaille beaucoup dessus, Tesla travaille beaucoup dessus, donc tous ces gens travaillent beaucoup dessus. On ne sait pas très bien qui va gagner. Ce sera peut-être une start-up finalement qui gagnera. Mais en tous les cas, on sait qu'ils vont avoir besoin de composants. Donc, qui va fabriquer les composants, les capteurs, hein, voilà, qui va fabriquer les caméras, les lidars, etc. Alors, bien sûr, nous, on pense à Valeo, parce qu'on va mettre du Valeo partout. Je dis d'ailleurs que vous faites la conduite autonome, si vous allez équiper tous les robots humanoïdes. Mais il y a d'autres acteurs. Il y a un acteur chinois qui s'appelle Hesai. Hesai, il fabrique des lidars, mais bien moins bonne qualité que. Enfin, aujourd'hui, hein, ce monsieur qui est chinois, bien moins bonne qualité que ce que fait Valeo. Mais ça permet tout de même de faire la conduite autonome numéro 2, alors que Valeo fait du numéro 3. Mais numéro 2, c'est très suffisant pour un robot. Alors, ESA, il fabrique des lidars très, très, très bon marché, donc on peut en mettre dans tous les robots. Donc voilà, tout ça va être à regarder. Ça, c'est peut-être le prochain cycle, hein. Donc, l'IA physique, il faut la regarder. L'IA agentique, il faut la regarder. La smart data, il faut la regarder. Ça, c'est des pistes de demain qu'il faut probablement fouiller. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pour vous, hein. C'est ça, Maxime. Ouais, c'est exactement ça. C'est une très belle conclusion, Guillaume. On voulait faire un premier live d'introduction pour bien expliquer, si vous voulez, comment fonctionne l'IA. Vous avez pu le remarquer pendant près d'une heure et quart que c'est pas un sujet facile, hein. On parle pas forcément d'un truc qui est abordable auprès de tout le monde. C'est quand même développé par des ingénieurs assez futés au départ, et vous avez pu le remarquer via la présentation de Marie et Guillaume. Et donc aujourd'hui, on voulait faire voilà une sorte de tour d'horizon de comment est-ce que fonctionne l'IA et tout ça, pour ensuite, effectivement, Guillaume, tu l'as dit, parler d'IA argentique, parler d'IA physique, parler de smart data et parler d'opportunités. Et donc ça, on le verra dans un second live. On ne sait pas encore quand. Vous serez informés de tout ça, évidemment, par mail. Mais on voilà. le verra progressivement, Maxime, parce que peut-être qu'on aura intérêt à le faire société par société. De temps en temps sur des lives généraux, et puis de temps en temps, peut-être simplement en abordant une société. Exactement, exactement. On pourra faire société par société ou, par exemple, secteur par secteur. Je t'ai entendu parler des robots. On pourra faire, pourquoi pas, un live spécial robot. Tu vois, on a eu des questions dans le live également. Il y a eu aussi des questions qui étaient hyper intéressantes. J'en ai noté plein dans tous les cas, hein, pour les prochains lives. Mais voilà, j'ai vu des questions sur les risques ou les limites de l'IA. Bah voilà, c'est aussi une question qu'on peut se poser également. On a longuement parlé d'NVIDIA. Beaucoup parlent de bulles et tout ça. Bah voilà, ça fait partie aussi de l'effervescence qui se passe avec l'IA depuis maintenant 2 ans. On pourra pourquoi pas en parler. En tout cas, si vous avez des questions précises concernant l'IA ou alors des suggestions, comme certains l'ont fait, de sociétés ou de secteurs, n'hésitez pas à nous les poser dans le mail, enfin par mail à contact@thibaut.expert. On sera ravis de lire tous vos mails et de les prendre en considération pour pourquoi pas justement un ou plusieurs prochains lives. Voilà. Marie, est-ce que tu vas ajouter un petit truc, ou Guillaume ? Je pense qu'on a tout dit. Merci beaucoup à tous pour votre attention et vos questions. Ouais, exactement. Bah voilà, c'était un petit live d'introduction, de présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mails si besoin. Et on vous souhaite une très bonne journée. Merci Guillaume, merci Marie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.